la dignité qu'ils accordaient à leur robe, quelques confrères au Sénégal ont maintenu en vie le projet. Ok. Et vous-même, vous avez pris des risques concernant ce dossier, d'énormes risques même, qui vous a valu une garde à vue. Alors, est-ce qu'on peut comprendre qu'est-ce qui vous motivait? Qu'est-ce qui motivait Juan à prendre ces risques, par exemple, voyager en bateau, se déguiser par de temps en temps? Qu'est-ce qui vous motivait? Le courage du peuple sénégalais. En fait, c'est très simple, c'est que vous donnez l'exemple. Et donc, à partir de là, euh, quand un homme digne cherche toujours une raison à son existence, cherche toujours à faire que son existence dépasse son intérêt individuel. C'est ce qui m'a toujours tenu à l'écart de ces élites oligarchiques françaises, tous ces gens contre lesquels je me bats aujourd'hui, qui ont toujours fait de leur existence le point central de leur vie. C'est-à-dire nourrir leur propre fortune, nourrir leur propre puissance. Et à travers l'exemple que donnait le peuple sénégalais, j'ai non seulement perçu une dignité extraordinaire, un courage merveilleux, j'ai vu l'avenir du monde aussi, parce que c'était la jeunesse du monde qui se mobilisait au Sénégal, et j'ai vu surtout un exemple. Et, et cet exemple-là, très rapidement, s'est imposé à moi. Mon lien personnel avec Ousmane Sonko est évidemment très important. Et la connexion qu'on avait construite dans les dernières semaines avant son arrestation a joué un rôle critique. Mais moi, Comment ça a joué un rôle critique? quand vous parlez tous les jours à une personne Oui. qui prend le temps de faire de vous un de ses principaux interlocuteurs, de vous expliquer, de vous raconter son pays, la façon dont il fonctionne, ses différents peuples, ses différentes langues, ses différentes cultures qui se sont coagulées en celle-ci, la façon dont fonctionne son appareil de pouvoir, euh, que vous commencez à lui donner des conseils, à partager des éléments sur la façon dont de l'extérieur on peut percevoir des démarches qui pourraient être mises en œuvre, par exemple la caravane vers Dakar qu'il a mise en place, que vous commencez en fait en tant qu'avocat à jouer un rôle de conseil au sens littéral du terme, c'est-à-dire de fraternité pour arriver à une victoire de la souveraineté du peuple sénégalais, c'est-à-dire la possibilité pour le peuple sénégalais de choisir ou non Ousmane Sonko comme dirigeant. Et que vous arrivez à une forme d'intimité parce que, par exemple, quand je conseille à Ousmane Sonko, qui était à Ziguinchor, d'aller à Dakar, parce qu'il y avait un enjeu judiciaire et que la question se posait de si celui-ci allait pouvoir être affronté dans des conditions qui respecteraient le droit ou pas, c'est que je suis arrivé à un moment d'interaction avec lui où j'arrive à me mettre à sa place et à réfléchir à partir des coordonnées qu'il m'a présentées pour dire, mais pour lui donner des conseils qui vont mettre en jeu sa vie, vous voyez, qui vont mettre en jeu l'avenir d'un peuple tout entier. Et quand vous avez cette fusion-là, vous devenez acteur de ce processus à part entière, tout en respectant toujours les limites en tant qu'avocat. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais avocat de Wikileaks et de Julian Assange, qui était un héros extraordinaire qui a révélé des centaines de milliers de documents et de crimes qui ont été commis par les États-Unis dans le monde, il était enfermé dans l'ambassade d'Équateur. Et on avait annoncé qu'il avait un passeport diplomatique pour pouvoir enfin, après des années d'enfermement dans ces 20 mètres carrés, pouvoir sortir. Et j'étais avec lui au moment où on lui dit que le passeport diplomatique est suspendu. C'est-à-dire qu'il va plus pouvoir sortir. Il va rester. Et donc là, la question qui se pose avec lui, je me souviens, on s'est enfermé parce qu'on savait qu'on était très surveillés, on s'enferme dans les toilettes de l'ambassade avec sa principale collaboratrice. Tous les trois, on discute et on dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je sors ou pas? Et à ce moment-là, je devais avoir 25 ans, j'ai pas eu le courage. Je lui ai dit, il faut partir. Mon intuition profonde, c'est que c'était maintenant ou jamais. Mais je n'ai pas eu le courage de le pousser à le faire. Pourquoi? Parce que j'ai eu ce réflexe de me dire, ce n'est pas ta vie. Tu n'as pas le droit de pousser quelqu'un à faire quelque chose alors que tu n'en auras pas à payer les conséquences toi-même. Ce qui est toujours la difficulté en tant qu'avocat. Résultat, il s'est fait arrêter quelques jours plus tard et il s'est fait enfermer en prison. Et j'ai toujours vécu avec ce regret de pas... Parce que ça faisait des années que je travaillais avec lui, en fait, j'aurais dû me faire confiance et comprendre. Et avec Ousmane, donc, on rentre dans cette dynamique-là. Et quand il se fait arrêter, et que je vois bien ce qui est en train de se jouer, et que je vois bien qu'à ce moment-là, la jeunesse sénégalaise qui vient de se faire tirer dessus à nouveau en juin, ne va pas forcément avoir la capacité de ressortir pour exiger sa libération et ainsi de suite, je comprends qu'il faut frapper. Et la meilleure façon de frapper,
c'est tout simplement de jouer mon rôle d'avocat et de rentrer dans ce territoire dont on cherchait à m'empêcher. C'était une provocation, donc? Non, c'était une recherche de rétablissement de ce qui était juste. Vous voyez, c'est-à-dire que quand vous avez un procureur qui émet un mandat d'arrêt international contre l'avocat de son client en l'accusant des mêmes infractions que son client, imaginaire, attentat, complot et ainsi de suite, il y a un moment donné où votre responsabilité, c'est d'aller sur place et de dire « je n'ai pas peur ». Vous n'avez... C'est pas faire une déclaration depuis Paris en disant « c'était pas bien d'intimider l'avocat ». Non, non, non. C'est se dire à un moment donné, si moi je mets les pieds, alors qu'il y a plus de 1000 prisonniers politiques, si moi j'arrive à rentrer et depuis Dakar, leur dire « je suis ici, je n'ai pas peur », il va y avoir un frémissement qui va parcourir le pays, qui va consister à dire « si lui n'a pas peur, nous n'avons pas à avoir peur également ». Or, l'arrestation d'Ousmane n'avait qu'une vocation, c'était briser l'espoir qui s'était généré autour de lui. C'était briser le mouvement. Parce que vous savez, vous pouvez, comme il l'avait fait d'ailleurs, construire de la façon la plus précise possible, la plus technique, la plus solide des institutions comme la sienne. À un moment donné, tout va se, comme était le PASTEF, tout va se jouer sur la croyance. Et l'effet domino qui va faire qu'on croit ou qu'on cesse de croire, c'est ce qui va faire tomber un régime ou qui va au contraire lui permettre de se maintenir, c'est ce qui va permettre à un opposant de tenir face à l'oppression ou au contraire va faire que va se déliter le corps social. Et j'ai connu cette défaite avec les Gilets jaunes. Avec les Gilets jaunes, j'ai vu comment la répression a fini par abattre un mouvement populaire. Et je savais qu'on était à un de ces moments critiques où, même s'il fallait passer plusieurs mois en prison, même si l'enjeu dépassait de tellement loin la souffrance personnelle qui pourrait s'induire. C'était de jouer ta partition. Il y avait quelque chose qui était... Quelque chose qu'il fallait faire pour faire changer de tournure les choses ou bien. Et là, c'est là où à nouveau l'organisation du PASTEF a été cardinale, parce on a su, moi avec ma partition, eux avec la leur, réussir à trouver les moyens pour que j'arrive jusqu'à Dakar, pour que j'échappe à l'arrestation à Dakar, pour que pendant plusieurs jours, ce qui là aussi est un message fondamental, quand après quelques jours de perquisition, même à Touba, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour essayer de me retrouver, je refais une vidéo dans laquelle je parle des vautours de Dakar et je montre que je suis encore à Dakar. Et je reparle de la situation et ainsi de suite. La déstabilisation au sein du régime est immense. Et mon enjeu fondamental, c'était de ne pas me faire arrêter au Sénégal. C'était de réussir à sortir. Et ils m'ont arrêté. Alors ce qui est intéressant, c'est eux ont très bien compris l'enjeu. Et donc quand Antoine Diome annonce à l'Assemblée nationale que j'étais arrêté et qu'il prétend que j'étais arrêté à Rosso, il ment. Parce que j'ai été arrêté à Nouakchott. Moi, j'ai fait mes 25 heures de bateau. On a échappé à l'arrestation à pas grand-chose près, dans une barque de pêcheurs. Et on est arrivé à 100 km de Nouakchott. De là-bas, on nous a amenés à Nouakchott. Les services de renseignement m'ont détenu là-bas, avec l'aide de la France, évidemment. Vous imaginez bien qu'un avocat français, jamais, n'aurait été réexpulsé vers le Sénégal et non vers la France s'il n'y avait pas l'accord de l'Élysée, qui était très content de se débarrasser de moi et de rendre un service à Macky Sall. Et il faut voir ce que ça a été, parce que comme tout était illégal de leur côté, pas d'une autre, vous voyez, la provocation dont vous parliez, c'était de faire respecter le droit dans un régime qui ne respectait plus le droit. C'était de dire un client a droit à son avocat. Un avocat a droit d'assister son client. Et ça, c'était devenu une provocation sous Macky Sall. Ça demandait les mobilisations des moyens qu'on a mis en œuvre. Mais votre arrestation ne vous a pas fait douter? Le moment où... Voilà, donc... Parce que ce n'était pas calculé. Vous souhaitez sortir, rentrer chez vous tranquillement. Quand j'arrive moi, j'étais prêt à me faire arrêter au Sénégal. Ça faisait partie des hypothèses et ça aurait démontré qu'ils étaient meilleurs que nous. J'aurais accepté sans aucune difficulté cette situation. Par contre, une fois arrivé à Nouakchott, me faire cagouler après 2 jours à la gendarmerie, me noter, mettre dans un pick-up, ramener à Rosso, où des gens en treillis, pick-up banalisé, armes au poing, m'amèneraient jusqu'à Saint-Louis pour seulement à ce moment-là me mettre entre les mains de la BIP, ça pour moi c'était inacceptable. Pourquoi? Parce que ça voulait dire qu'ils ne jouaient pas avec les règles du jeu. Vous voyez, non seulement ils essayaient de maquiller mon arrestation, et, pour maintenir le discours comme quoi l'autorité de l'État n'avait pas été remise en cause, mais ils étaient prêts en fait à s'asseoir complètement sur toutes les règles de base pour après, parce que vous dites garde à vue, non, j'ai eu un mandat de dépôt pour des infractions qui me faisaient encourir la perpétuité. Et je suis rentré à Rebeuss et j'ai été à Rebeuss avec mes frères. Et là encore, quand j'ai vu l'espoir que cette démarche avait fait naître chez mes compagnons de cellule, quand ils m'ont vu arriver, voilà, ça c'était très important parce que dès le moment où
où le Sénégal ne respecte plus ses propres règles et joue à ce jeu dangereux. Je refuse de parler à quiconque. Il m'avait enlevé mes chaussures, je refuse de remettre des chaussures.